Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver dans cette édition. Sans plus tarder, voici le grand titre. Le président de la République Félix Tshisekedi a échangé le vendredi soir avec le président égyptien Abdel Fattah. Le député Bertin Moubounzi a déposé le vendredi dernier au bureau de l'Assemblée nationale d'une proposition de loi réglementation de l'état de siège et d'urgence en République démocratique du Congo. Le lieutenant général Dima Kogwa Constat, nouveau gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, est arrivé à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, aujourd'hui. Encore une fois de plus, bienvenue, comme je l'ai dit, le président de la République Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, a échangé les vendredis soirs avec son homologue égyptien Abdel Fattah au sujet du barrage de la Renaissance. Dans la même soirée du marathon diplomatique au Soudan et en Égypte, Félix Tshisekedi a rejoint la Zambie sur invitation du président Chagwa Lougou. Grâce mi reportage. Dans sa politique de consolider les pays africains, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, a effectué plusieurs visites dans le pays africain. Dans un entretien en tête-à-tête, le chef de l'État, en sa qualité de président de l'Union africaine, et son homologue soudanais ont abordé plusieurs questions continentales, parmi lesquelles figure le barrage de la Renaissance éthiopienne. Après son homologue soudanais, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui était accompagné du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et du professeur Ntumba Luaba, coordonnateur du panel accompagnant la mandature congolaise à l'Union africaine, s'est envolé pour le Caire, en Égypte. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, facilitateur dans les négociations autour du barrage de la Renaissance, le chef de l'État, comme à Khartoum, a exprimé sa volonté de voir cette affaire aboutir à un règlement complet et définitif ouvrant une nouvelle page de coopération entre l'Égypte et le Soudan ainsi que l'Éthiopie. Après échange en tête-à-tête entre les deux hommes d'État, le chef de l'État congolais a repris son avion afin de mener la même démarche à Addis Abeba, en Éthiopie, aux côtés des 4 autres dirigeants africains, tels que l'on a annoncé le service protocolaire zambien. Le chef de l'État va prendre part ce lundi à la cérémonie d'inauguration du pont de Kazungula devant relier la Zambie et le Botswana. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et le professeur Ntumba Luaba, coordonnateur du panel accompagnant la mandature congolaise à l'Union africaine, composent la délégation congolaise en Zambie. Toujours en politique, le député Bertin Moubounzi a déposé le vendredi 7 mai au bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi portant réglementation de l'état des sièges et d'urgence en République démocratique du Congo. Cela est en application des dispositions des articles 142 à 144 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. Une proposition de loi portant réglementation de l'état des sièges et d'urgence en RDC a été proposée et déposée le vendredi 7 mai par le député national Bertin Moubounzi au bureau de l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une application des dispositions des articles 142 à 144 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement. À l'issue du dépôt de la proposition, Bertin Moubounzi s'est exprimé en ces termes. C'est une proposition de loi portant réglementation de l'état des sièges et l'état d'urgence que je suis venu déposer aujourd'hui. C'est une façon pour nous de nous impliquer totalement dans cette initiative du président de la République pour que nous puissions retrouver la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mais ici, il faudrait mettre un accent sur surtout le souci, à travers cette loi, d'encadrer l'état de siège qui a été proclamé pour l'Ituri et le Nord Kivu. Et donc il faudrait, dans la mesure du possible, que cet état de siège ne puisse pas ouvrir la porte à beaucoup de dérapages. Et pour encadrer tout ça, il lui fallu que nous puissions faire cette proposition. Et le reste, nous réservons la primeur au bureau de l'Assemblée nationale. Pour les députés nationaux, cette proposition de loi était nécessaire étant donné qu'on s'approche de la période préélectorale. Elle a pour mission d'encadrer cette période afin qu'il n'y ait pas de dépassement du délai constitutionnel.
On se souvient que le gouvernement a aussi déposé un projet de loi dans le même sens et de l'avis du député national. Toujours dans le même registre, M. François-Xavier Donéa, président de la Fondation Virunga et président du conseil d'administration du parc national de Virunga, accompagné de son directeur du parc national, ont été reçus en audience par l'honorable Christophe Mbosso pour discuter autour de parcs qui constituent des facteurs de développement économique et qui doivent être sécurisés. Reportage. Les gestionnaires de parcs nationaux étaient en audience chez le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Après avoir conféré avec le bureau de la Commission de l'environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable, M. François-Xavier Donéa, président de la Fondation Virunga et président du conseil d'administration du parc national de Garamba, était accompagné du directeur du parc national de Virunga. Au sorti de l'audience, le président du conseil d'administration du parc a circonscrit la visite dans son contexte en ces termes. Pour informer donc le président, après avoir informé les commissions de l'environnement, des enjeux actuels des parcs nationaux, des 2 parcs dont je m'occupe ici au Congo, et pour attirer son attention non seulement sur l'importance écologique, mais aussi l'importance de ces parcs en tant que facteur de développement humain des populations riveraines et en tant que source de sécurisation. Il faut absolument développer les populations riveraines, en plus de la conservation de la nature, pour que ces populations riveraines s'approprient les parcs. Et donc nous avons investi massivement, notamment au Virunga, dans des grandes centrales hydroélectriques. Et ces parcs doivent aussi participer avec les FARDC à la défense des populations riveraines. Pour François-Xavier, il était important que de contacts aient lieu entre le responsable de parcs nationaux et les présidents pour informer correctement et de façon transparente les parlementaires. Vous savez très bien que parfois la population est cause de la mort de nos gardes-parcs. Parce que en tant que population qui veut envahir les parcs, qui veut des cornes d'éléphant, ils se mettent en conflit avec les gardes-parcs. Donc il faut un travail de sensibilisation d'abord à ce niveau-là. Pour pallier à cette situation, la Fondation Virunga a construit ensemble des centrales hydroélectriques qui devront représenter une puissance de 105 MW, ce qui permet d'encourager les petites et moyennes entreprises à développer des activités de transformation de produits agricoles, donnant ainsi de la valeur ajoutée et procurant une activité à la population riveraine. Ceci permettra aussi à la population locale d'utiliser l'énergie hydroélectrique plutôt que de bois de chauffe et s'alimenter. On rappelle que la Fondation va œuvrer dans le parc national des Virunga jusqu'en 2040 et en 2025 pour le parc de la Garamba. Parlons économie à présent, demande de la levée des immunités parlementaires de l'honorable sénateur Matata Ponyo pour de poursuites judiciaires sur l'affaire Bukanga Lonzo. Le Premier ministre honoraire crie à l'instrumentalisation de la justice et du mensonge du rapport de l'inspection générale des finances. Il est de retour au pays depuis hier lundi 9 mai à Kinshasa. Le Premier ministre honoraire Matata Ponyo, dans le but de faire face à la justice congolaise par rapport aux faits qui lui sont reprochés dans l'affaire du parc agroalimentaire Bukanga Lonzo. Une annonce des retours faite dans un tweet publié la semaine passée. À sa descente de l'avion, les services de la sécurité ne lui ont pas donné accès de dire un mot aux journalistes qui étaient présents au pied de l'avion. Arrivé dans son cabinet de travail, il a réussi à réunir le chevalier de la plume et chasseur d'images en vue d'éclairer la lanterne de l'opinion tant nationale qu'internationale sur des allégations lui attribuées au sujet du détournement des fonds alloués au parc agro-pastoral de Bukanga Lonzo. Répondant à une question d'un de nos confrères journalistes sur son attitude face à la justice qu'il qualifie d'instrumentalisée, Matata Ponyo dut être confiant, positif pour affronter les instances judiciaires dans une affaire qu'il juge mensongère et d'acharnement à sa personne. Alors que cette décision a été prise en Conseil de ministres présidé par le président de la République. Je n'ai pas parlé de la justice congolaise, madame. Je pense qu'il faut bien lire mon tweet. Il était clair. J'ai parlé de l'instrumentalisation, mais je n'ai pas parlé de l'injustice, de la justice congolaise. Parce qu'en réalité, si le respect de la vérité était respecté, on n'aurait même pas demandé la levée de l'immunité.
Parce que les dossiers de l'inspection générale des finances, sur lesquels est basée l'initiative de cette action judiciaire, c'est un dossier truffé de contre-vérités, truffé de mensonges. Bientôt, vous allez voir ces rapports. Parce qu'en réalité, c'est truffé de mensonges. Sinon, il dénonce encore cette supercherie de la justice avoir saisi le Sénat pour obtenir la levée de ses immunités parlementaires sans débat en violation manifeste de prescrits constitutionnels et réglementaires. Dénonce-t-il et ajoute n'avoir pas peur et ne craint pas la prison, quelle que soit l'issue de la procédure judiciaire. Oui, je vous ai dit, si j'avais peur, je ne serais pas venu. Comme vous le savez, j'exerce dans des pays extérieurs comme étant consultant. Et il y a même des pays africains qui m'ont offert de rester en permanence dans leur ville. Et je pense qu'on est mieux chez soi. Je ne crains rien. Et si je craignais quelque chose, je ne serais pas rentré. Parce que beaucoup de gens m'ont dit de ne pas rentrer. Je vous parle de l'histoire de cette maman âgée qui a appelé son fils, le politicien ici, en train de pleurer. Et je n'ose même pas vous citer la province, parce que vous serez étonné de la province, parce qu'il n'est pas de l'Est du pays. Et je pense, à mon avis, qu'à un certain moment de la vie, on doit savoir pourquoi on est venu sur Terre. On n'est pas venu sur Terre pour la jouissance. On est venu pour offrir à l'humanité le progrès, le bien-être. Et donc, je ne crains rien. Je suis un citoyen comme tous les autres, le fait de chair et de sang, et donc si l'injustice doit prévaloir contre la justice, je m'inclinerai. Un point de presse à chaud en vue de dissiper le malentendu orchestré par l'inspection générale de finances, IGF en sigle, qui n'échappera pas aux poursuites judiciaires en cas de mensonges, a-t-il fait savoir. Monsieur Apo Ipa, chargé de communication de l'IGF, a fait remarquer que c'est l'IGF qui travaille avec le haut cadre de l'économie et il n'a pas de compte à rendre avec qui que ce soit. Il a été joint au téléphone par Yannick Kabamba. L'inspection générale des finances regorge en ce sens des hauts cadres des licenciés en économie pure, économie monétaire et ainsi de suite, de juristes de grande envergure, avec une compétence non comparable, mais également une expérience qui avoisine 30 ans. Donc quand ils font un travail, rassurez-vous que c'est un travail de titans et de qualité. Je dois avouer que l'inspection générale des finances, lorsqu'ils terminent les enquêtes, ils prennent les rapports, ils envoient auprès du chef de l'État, de la République, et également ils envoient les mêmes rapports à la justice pour que la justice assume ses responsabilités. L'inspection générale des finances regorge des OPJ à compétences restreintes. Donc lorsqu'ils tombent devant les infractions, ils défèrent les auteurs à la justice pour que la justice fasse son travail. La justice, après avoir pris les rapports de mène aussi ses investigations. Donc lorsque la justice interpelle ou convoque quelqu'un, cela n'a rien à voir avec l'inspection. Dès que le procureur, auprès de qui nous envoyons les rapports, constate qu'il y a réellement des faits de culpabilité et par rapport à ces recherches, par rapport à ces enquêtes, ajouter à cela le soubassement qui est le rapport de l'inspection, ils vont passer au procès, au jugement. Et j'invite tous ceux-là qui dérangent l'inspection juridique de comprendre que l'inspection ne rapporte à personne. D'accord. Et l'inspection leur demande d'être calme, n'est pas détaché, mais d'attendre le procès. Parlons sécurité, à présent, entré en vigueur depuis le jeudi 6 mai, l'état de siège dans la province du Nord Kivu et celle de l'Ituri. Le FARDC promet de faire preuve de leur mission et de défendre pour ramener la paix dans cette partie de la République. Jérémy Biaï, reportage. Proclamé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'état de siège est entré en vigueur le jeudi 6 mai dans les 2 provinces touchées par la violence de la partie est de la République démocratique du Congo. Étant une priorité des priorités, le retour de la paix est le thème central prêché par le commandant suprême des forces armées congolaises. Dans la matinée de ce dimanche 9 mai, dans le secteur de Rwenzori à Beni, dans la province du Nord Kivu, les FARDC ont abattu 10 rebelles ADF et ont récupéré 5 armes de type AK-45, rapporte le lieutenant Anthony Mwalushai, porte-parole de l'armée de la région. Signalons par ailleurs que
La délégation de l'armée ougandaise, chapeautée par le général-major et commandant de la force terrestre ougandaise, David Muhoozi, séjourne depuis ce dimanche 9 mai à Beni pour coopérer avec l'armée congolaise afin de traquer les rebelles ADF. L'état de siège lance un indice rouge clignotant. Toujours dans le même registre, le lieutenant général Dima Koba Constat, nouveau gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, est arrivé à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, depuis l'après-midi de lundi 10 mai. Cet officier a été accueilli par le gouverneur sortant, Karlin Zanzu Kassivita, entouré des membres du Conseil provincial de sécurité. Simon Dissiel ou Marie pour les détails depuis Goma. Le lieutenant général Ndima Constant, nouveau gouverneur de la province du Nord Kivu, est arrivé en ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, ce lundi 10 mai 2021, afin de prendre le pouvoir à la tête de cette province comme gouverneur nommé dans le cadre de l'état de siège décrété par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a été accueilli au pied de l'avion de l'aéroport international de Goma par les hauts officiers militaires des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC ainsi que les officiers du Nord Kivu. Tout juste après sa descente de l'avion, il a eu un briefing avec les commandements de la 3e zone de défense des FARDC sur place à l'aéroport. Ensuite, il s'est rendu au gouvernorat de la province du Nord Kivu où la cérémonie officielle de remise et reprise avec le gouverneur Karlin Zanzu Kassivita mis à congé était prévue. Le lieutenant général Constant Dima va diriger le Nord Kivu dans le cadre de l'état de siège décrété dans cette province depuis le 30 avril dernier par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit d'une mesure prise par le chef de l'État après la consultation avec l'état-major général de l'armée, le président des deux chambres du Parlement et le chef du gouvernement dans le but d'éradiquer les groupes armés tant locaux qu'étrangers qui écument l'est du pays depuis des années. Parlons société à présent, la population congolaise est satisfaite de la décision prise par le président de la République concernant les déblocages de tous les numéros bloqués par le RAM suite à l'insolvabilité de la taxe. Elle remercie les chefs de l'État et d'autres veulent que cette taxe soit supprimée complètement. Yannick Kabamba, reportage. Par rapport à la taxe RAM, il n'y a pas eu sensibilisation. Le peuple est en souffrance, mais l'environnement n'a pas été étudié pour savoir si le peuple est capable de supporter ça. C'est-à-dire, si vous étiez des bons managers, il fallait d'abord étudier l'environnement. Est-ce que le peuple peut supporter cette taxe? D'un coup, on commence à nous couper sans savoir RAM c'est qui. D'abord, quand vous partez sur 100 personnes, une personne peut savoir RAM. Même moi qui vous parle, je ne connais pas RAM. Ça, c'est ma première impression. Deuxième impression, RAM, la décision que le président a prise, elle est bonne. Mais est-ce que ça va nous rembourser ce qu'on nous a déjà pris? Parce que il faut que ça peut être une décision politique que la population ne comprend pas. Parce que ce matin, j'ai chargé l'unité dans Vodacom, c'était parti. RTL, même chose. Et puis, RAM, on dit que c'est par rapport au téléphone. Les téléphones, si on me les vole, mais on ne vole pas 5 SIM. Dans 5 SIM, on vient de me prendre des unités. Mais je n'ai qu'un ou deux téléphones. Premièrement, je vais dire merci au chef de l'État. J'étais mécontent de ses comportements. Du fait, un bon matin comme ça, tu te réveilles, vous avez l'habitude d'acheter 100 unités. Vous essayez d'activer, on vous écrit, ouais, vous êtes, je ne sais pas comment, j'ai déjà même oublié ce qu'on parlait. Vous avez une dette. La dette à qui? La dette que je ne connais même pas, que non, j'ai une dette. On m'écrit RAM, registre des appels mobiles. Quand j'ai essayé de demander à mes frères, nous aussi, nous sommes sous-informés de ces histoires de RAM. Mais alors toi, moi je n'ai pas l'idée sur ces histoires, je n'ai pas l'idée sur RAM. RAM c'est quoi? Non! Qui bat ça? On me parlait le ministre des PTNTX qui là, oh, qui bat ça, c'est lui que jamais. La population, elle est en train de souffrir, mais on nous ajoute encore la charge. C'est quoi ça, Félix et tout ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec les nouveaux chefs de l'État? Toujours en société, les taux d'échange varient du jour au lendemain et d'un endroit à un autre. Ces phénomènes de variation a de répercussions néfastes sur le quotidien quinois car ils bouleversent même leur budget. Ils ne savent à quel sens c'est voué, c'est pourquoi l'État doit agir. Reportage de Aziza Kayembe.
Au fait, depuis que le dollar a commencé à augmenter, ça a vraiment d'impact sur les produits que nous vendons. Et en tout cas, vraiment, nous demandons à l'État qu'il puisse un peu faire quelque chose pour nous aider aussi. Parce que quand nous achetons et que le taux de dollars augmente, ça nous complique même, ça nous demande même de changer aussi des prix et ça nous complique beaucoup. Nous sommes des opérateurs de cabines téléphoniques. Donc nous vendons les unités et en même temps nous faisons les transactions de monnaie. Alors en ce qui concerne la vente des accessoires téléphoniques, ici nous changeons à 19 800. Tandis qu'au grand marché, ils ont les taux un peu élevés. Je crois bien 20-20. Donc de 200 000 et 2000 francs au-dessus. Alors c'est un peu avantageux pour nous qui travaillons dans des cabines publiques, tandis que chez les autres vendeurs comme les petits marchands et consorts, ça a une conséquence. Donc pour moi c'est ça. Parlons éducation à présent, les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique viennent d'augmenter de 20,25% le frais de fonctionnement des établissements publics et conventionnés afin d'améliorer la qualité de l'enseignement. Cela a été rendu public ce lundi 10 mai. Pour la ville de Kinshasa, ces décisions entrent en vigueur au mois de juin et pour le province à partir du mois de juillet. Parlons culture à présent. Marque Design, la fondation Yann Molato a organisé sous le haut patronage de la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la culture et violences faites à la femme, Chantal Moulop, une activité en couleur dénommée Kinshasa Mbokaya Masano où ils ont présenté la mode dans toutes ses formes. Cette haute cérémonie en couleur a été marquée par la présence du conseiller du ministre de la Culture et tant d'autres personnalités y étaient. Grâce Mbié pour le compte de Media Business Télévision. C'est par la musique, pour agrémenter la soirée dans la salle de spectacle du Musée national de Kinshasa, et que la plus grande événement des mondes de la République démocratique du Congo, Kinshasa Mbokaya Masano, a tenu encore sa promesse cette année 2021, dans le cadre de sa deuxième édition, qui était lancée le vendredi 7 mai 2021 et s'est clôturée ce samedi 8 mai 2021, une soirée qui a réuni plusieurs autres personnalités de la RDC, notamment la présence de la conseillère du chef de l'État en matière de la culture et violences faites à la femme, la ministre de la Culture et des Arts, qui était représentée par son conseiller en charge de la culture, tous marraines de l'événement et tant d'autres. Prenant la parole pour lancer l'ouverture des activités, la conseillère du chef de l'État, Madame Chantal Moulop, profite pour rendre hommage à Papa Wemba ainsi à l'organisation pour le privilège. En ce jour du lancement officiel de la deuxième édition du festival Kinshasa Mboka Masano, organisé par l'entreprise de Lydia Designer, qui m'a habillée aujourd'hui, et la fondation Youth Molato, je viens exprimer ma joie et ma fierté à l'égard de la jeunesse congolaise qui ne cesse de faire preuve d'initiative et de leadership dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'autonomisation de la femme. En effet, le festival qui nous réunit tous cet après-midi est une occasion exceptionnelle de partager et d'échanger, d'apprendre et de faire du réseautage et à y bénéficier durant les 2 jours lors des panels, des expositions et du défilé de mode retenu par les organisateurs. Madame Lydia Sambay, modéliste patronne de la marque Lydia Design et organisatrice de l'événement Kinshasa Mbokaya Masano, remercie le soutien affectueux de ses partenaires. Elle en a profité pour retracer l'événement jusqu'à ces jours. Bonsoir. J'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'ouverture officielle du grand show du festival Kinshasa Mbokaya Masano, qui débute aujourd'hui, le 7 mai, et se clôturera demain, samedi, 8 mai 2021, dans ce cadre prestigieux du Musée national de Kinshasa. Ce grand show
soirée marquée par l'exposition et présentation des créativités de jeunes modélistes, des soirées qui restent inoubliables dans la tête des amoureux de la mode vestimentaire en particulier et de la culture en général. Parlons sport à présent, le derby quinois a tenu sa promesse lors de la 24e journée de championnat national de la Ligue de Vodacom Ligue 1 plutôt. C'était le dimanche 9 mai dernier au stade de Martyrs de la Pentecôte. Les Moscovites ont dominé les Immaculés par un score final de 2-0. Glody Manzenza pour le compte de Media Business Télévision. 2-0, c'est le score qui sanctionnait le derby quinois entre DSMP et Veclev. Un match qui s'est joué sur des aspects. Le premier, c'était l'honneur pour DSMP et deuxièmement, il était question de Moscovite gagner pour récupérer la première place au classement. À la première période, les deux équipes n'ont pas trouvé le chemin de filer malgré quelques occasions. Et du retour des Citrons, Luzolo Sita marque à la 50e minute et Ousmane Ouattara à la 58e minute. C'est sur cette note que les deux clubs quinois se sont séparés en cette victoire permet à Veclev d'occuper la première position au classement provisoire. Avec 58 points en 24 journées devant Mazembe et Maniema-Union. Donc on avance à petits pas, il y a un chassé croisé. Il y a un chassé croisé avec Mazembe. Là, aujourd'hui, on repasse en tête. Et il reste encore 6 matchs qu'il faut prendre au sérieux. La semaine prochaine sera peut-être pas décisive, mais très importante. Donc, voilà. Mais on s'est satisfait de ce score, évidemment. Et puis aussi de la manière. Les métiers, donc, il faut s'attendre à tout. C'est pas tout le jour qui sera bon, donc il y aura aussi des pluies. Donc voilà, c'est le second match que j'officialise et que c'est une défaite. Bon, c'est pas une défaite normale, c'est Veclev qui était devant nous. On a essayé en première mi-temps de les contrôles étaient bien placés, mais en seconde mi-temps, 2 heures de déconcentration nous a coûté cher. C'est ce que je viens de dire, donc il y a eu 2 heures de déconcentration. C'est rare que on puisse nous marquer sur des phases arrêtées, donc on était déconcentrés. Et au lieu de jouer à l'individuel pendant les phases arrêtées, on ne l'a pas fait et ça a coûté cher. Le montant droit et le ballon qui revient. Oh la Madjer, le but! Toujours en sport, Andy Foutila est mis à la porte des Sanga Balende. Il a été remercié par le comité directeur de club après avoir aligné 4 défaites successives au championnat de la Lina Foot. L'annonce a été faite le dimanche 9 mai 2021 par le président du club Alexis Faki. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour l'édition d'aujourd'hui, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a échangé le vendredi soir avec le président égyptien Abdel Fattah. Le député Bertrand Mubonzi a déposé le vendredi dernier au bureau de l'Assemblée nationale une proposition de loi portant réglementation de l'état de siège et d'urgence en République démocratique du Congo. Le lieutenant général Dima Kokba, constat nouveau gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, est arrivé à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, aujourd'hui. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de votre aimable attention. Une édition signée Yannick Kabamba. Au revoir.